Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes coups de cœur de 2021. Alors, cette année, j'ai eu 9 coups de cœur. Donc je trouve que c'est à peu près une moyenne quoi. Moi j'ai pas non plus... je sais pas si c'est moi qui est trop exigeant. Je sais pas, parce qu'en plus les coups de cœur, quand on regarde bien, il n'y a pas forcément de thématique. Hein. J'ai pas, si seulement on avait la recette, vous savez, miracle, pour savoir les livres qui sont coups de cœur, on lirait que ça. Enfin bref, on va pas s'étaler tout de suite. Donc le premier coup de cœur que j'ai eu moi en 2021, c'est Sauveur et Fils de Marion de Muraille, publié à l'École des Loisirs. J'avais un petit peu d'appréhension, mais j'en entendais parler tout le temps et je me suis dit tiens, je vais tenter, pourtant c'est du jeunesse. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que c'était bien? Donc ce premier tome s'appelle Saison 1. Actuellement il y en a 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Bah, je vous le marquerai sinon. Mais un premier tome qui était vraiment un sans faute. Enfin j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, je comprends même pas que j'ai pas encore fait. Donc ici on va suivre Sauveur qui est psychologue, qui reçoit en majorité des adolescents, des enfants qui vont rentrer dans l'adolescence et qui ont divers soucis. Donc on va aborder tout ce qui est... On va suivre par exemple une patiente qui se scarifie, une autre où c'est une petite fille qui se sent pas dans le bon corps, la transidentité. Une autre, une famille où la mère a quitté le mari pour se mettre en ménage avec une femme et du coup ça plaît pas aux enfants. Enfin, je trouve qu'à travers son histoire et ce personnage de Sauveur dans son cabinet de psychologue, on va avoir un éventail sur la société actuelle en fait et tous les problèmes qu'il peut y avoir et que peuvent rencontrer les adolescents ou les parents avec leurs enfants. J'ai trouvé que c'était fait de façon très intelligente. On n'est pas dans le larmoyant. Je trouve qu'elle arrive à sensibiliser les gens et franchement c'est assez émouvant sans forcément être trop tire-larme. Et je trouve que faire ça dans la jeunesse c'est vraiment bien parce que ça va apprendre les enfants sur des sujets assez actuels et les faire réfléchir, et je trouve que le faire à cet âge-là c'est très bien parce qu'en grandissant on a une vision des choses un peu plus large et un peu moins étroite, et il y a des moments de sensiblerie, il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus humoristique parce qu'on suit également le fils de Sauveur qui s'appelle Lazare. Et Lazare, j'ai adoré ce personnage qui me fait vraiment rire. Il est avec son copain, je ne sais plus comment il s'appelle son copain. Mais par exemple, Lazare, vous voyez, le mercredi, quand il rentre de l'école, le cabinet de Sauveur est collé à la maison. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il attend entre deux rendez-vous que son père aille chercher un patient. Et lui, il ouvre la porte, et pour lui, c'est comme une série télé. Il va suivre, et il sait que tous les mercredis, il y a une jeune fille qui vient, et il aime bien écouter son histoire. Donc il se met derrière le mur, et il écoute ce que cette fille, elle raconte. Et je trouve que ce personnage, il était super attachant. Lazare était super drôle. Et en plus, Sauveur a pu sa femme. Donc il est père isolé avec son enfant. Et il essaie à côté de ça de suivre son éducation. Il est assez dur, mais... il aime son fils, mais il a besoin de faire preuve d'autorité. Non, je trouvais que c'était vraiment... ça abordait des vrais sujets d'actualité. Ça sensibilisait sur beaucoup de choses qui étaient importantes. Et j'ai trouvé que Marion de Muraille, elle le faisait, mais d'une façon divine, quoi. Franchement, c'était... Ça a beau être publié à l'École des Loisirs, mais allez-y, franchement, c'est génial, quoi. J'ai adoré, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais il faut que je sorte absolument le tome 2, c'est parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais il faut que je le mette en avant et que je le ressorte prochainement, parce que je sais que ça va être un pur bonheur de les retrouver dans le tome 2, quoi. Mais allez-y, lisez-le, c'est génial. Mon deuxième coup de cœur a été Jonas, donc qui a été publié dans la collection New Way, donc chez Hugo, par Lily Harker. Pareil, premier roman, et j'ai été soufflé, j'ai adoré l'angle qu'a pris l'autrice à travers ce roman-là. Donc on va suivre Jonas. Jonas et sa sœur Louve qui sont dans un foyer où les parents font la manif pour tous. Ils sont homophobes. Ils comprennent pas de papa, de maman, ils comprennent pas, donc ils suivent ce mouvement. Et les enfants grandissent plus ou moins là-dedans. Alors Louve, elle est un peu mise à l'écart parce que Jonas, c'est un peu le fils sacralisé, vous savez. Il fait tout bien, à l'école il a des bonnes notes, à côté de ça il fait du sport, en plus il participe à des associations, donc à des œuvres plus ou moins caritatives, donc il est bénévole dans plein de trucs. Donc Jonas, c'est un peu, vous voyez, l'enfant chéri. Et à côté vous avez Louve. Louve, elle a un petit peu des formes, Louve elle s'aime pas, Louve elle a jamais eu de copain. Enfin, ses parents vont lui faire plus facilement des critiques qu'à son frère. Jusqu'au jour où au lycée, Louve, il y a un gamin qui s'intéresse à elle. Elle s'intéresse à lui aussi, et ils finissent par tomber amoureux, puis
à se mettre ensemble, jusqu'au jour où Louve, elle l'invite à la maison. Et ils sont tous les trois dans la chambre, donc parce que Jonas et Louve, ils sont comme ça, hein. C'est franchement, frère et sœur, ils s'adorent. Et à un moment, Louve s'absente pour je sais plus quoi, et quand elle revient dans la chambre, Jonas, il est en train d'embrasser son copain. Elle pète un plomb, elle comprend pas ce qui se passe, elle demande à son copain de se barrer, et elle commence à être en colère après son frère, non seulement parce qu'il lui a piqué son copain et qu'il est homosexuel, mais en plus c'est parce qu'il lui a pas dit. Donc il y a quelque chose qui se casse en elle, elle ne comprend pas. Et là, elle va commencer à se poser mille et une questions. Elle se demande si ce gosse est mis avec elle juste pour cacher son homosexualité. Arrive au lycée, elle va être victime de railleries. Son frère aussi, elle va pas chercher à le défendre plus que ça, mais son frère va en prendre plein la tête. En plus, imaginez bien, dans le cadre familial, quand ça va se savoir, hein, ses parents qui sont homophobes et tout, c'est assez compliqué. Mais après, le souci, c'est que Louve n'a pas été éduquée en ayant un regard plus tolérant sur les choses. Elle suit un peu ce que ses parents pensent, ce qui est normal, t'es adolescent, tu te construis en fonction de l'image avec laquelle tu vis, donc en priorité celle de tes parents. Et j'ai trouvé que Lily Harker, elle avait visé juste, je trouve que ça change, parce que c'est vrai qu'après, je ne dis pas qu'il en faut pas, il y a des livres sur le coming out et tout ça, c'est très bien, mais je trouvais que le faire à travers le regard d'un proche, c'était aussi intéressant. Surtout quand on sait que cette fille-là n'a pas été élevée avec cette tolérance-là en elle, elle comprend pas, elle est perdue, en plus elle a ses soucis personnels aussi, donc... et puis quelque part elle se dit, vous voyez l'enfant chéri, ben, il a des défauts comme tout le monde, enfin des défauts, c'est pas un défaut, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, elle va avoir une certaine rancœur après lui, mais j'ai vraiment bien aimé, et à la fin, le message final qu'il peut y avoir sans tout vous dire, il y avait vraiment cette idée où Lily Harker, elle expliquait que voilà, si aujourd'hui vous êtes pas assez ouvert sur le sujet, mais que demain vous changez, la communauté homosexuelle, elle vous tendra la main. Si vous avez décidé de voir les choses autrement, ils seront là pour vous. Et je trouvais que c'était c'est le langage du cœur, c'était une belle preuve en fait de tolérance. Et je trouvais que c'était vraiment bien abordé. Bon, après, je vous dis pas la fin, mais je pense que vous vous en doutez un petit peu. Mais même la fin, je trouve que ouais, non, la fin était vraiment bien. Je trouve que ça reflétait une certaine réalité. Et Lily Harker et elle-même, en plus c'est du On Voices comme on dit, elle est homosexuelle, et donc elle sait vraiment le sujet duquel elle parle. En plus elle s'inspire un peu de sa vie, parce qu'elle a vécu, je crois, je sais plus exactement, je ne vais pas parler en son nom, mais j'avais vu une interview d'elle où elle avait vécu dans un truc un peu avec des parents plus ou moins religieux, vous savez, donc c'était un petit peu plus compliqué le contexte. Puis au fur et à mesure du récit, on va apprendre aussi des choses, parce que les parents sont pas mis de côté, et ça j'ai trouvé ça bien aussi, parce que souvent dans les récits pour ados, les parents sont mis de côté, donc là ils sont vraiment intégrés au récit, et moi j'ai adoré cette histoire, et de toute façon c'est pour ça que je vous avais montré dernièrement dans un book haul que j'avais repris des New Way, parce que je trouve que moi j'aurais aimé avoir encore 15 ans et pouvoir avoir ça à portée de main, parce que moi à mon époque ça n'existait pas, ce genre de collection de livres. Les lignes éditoriales mettent en avant ce genre de récit pour les ados, je trouve ça génial, ça ouvre l'esprit et la tolérance, et je trouve ça super. Le troisième coup de cœur, bon là par contre, là j'étais sur YouTube, c'est Dans la forêt de Ginny Gland. Donc le premier Gallmeister que j'ai lu, pareil. Je m'énerve. Les New Way, vous voyez, j'ai adoré Jonas. Est-ce que j'ai relu un New Way depuis? Bah non. Dans la forêt des Gallmeister, j'en ai acheté plein, je vous en ai montré plein beaucoup. Est-ce que j'en ai relu depuis? Non. Mais là, c'était génial, on partait sur du post-apo. Alors le post-apo, c'est vraiment la toile de fond. On suit une famille qui vit dans la forêt, un peu à l'écart de la société. Et sans vraiment qu'on sache le pourquoi du comment, on sait qu'il s'est passé quelque chose, et du coup au fur et à mesure, le temps s'arrête plus ou moins, tout ce qui va être commercialisation, tout s'arrête. Donc quand on voit donc il y a deux jeunes filles, alors je ne sais plus leur prénom, qui se rendent en ville avec leurs parents, ils vont dans les magasins, il reste presque plus rien, les gens demandent une somme astronomique pour 3 conneries, et ils savent pas comment ils vont survivre, parce que voilà, tout s'est arrêté, le monde s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Et au final, les filles, on va apprendre très vite qu'elles ont perdu leurs 2 parents, donc elles sont 2 sœurs, elles vivent seules. Une qui est danseuse, et malheureusement il n'y a plus d'électricité, et cette fille-là, elle ne vit que pour la danse, elle ne peut plus entendre de musique, alors j'imagine bien la souffrance qu'elle doit avoir. C'est une fille qui va être assez dans le côté instinctif, et sa sœur va être beaucoup plus cérébrale. Elle est beaucoup plus dans les bouquins, dans les études. Là, dernièrement, juste avant qu'il se passe ce cataclysme, elle devait... rentrer à la fac, sa mère était pas trop pour parce qu'il voulait vivre un peu exclu de la société, vivre différemment. Ils vont être face à plein de problèmes parce qu'ils pourront compter sur personne, ils sont isolés de tout, plus de nourriture pour rien, ils vont plus ou moins devoir revenir à l'ancienne, à faire un jardin, à essayer de s'amadouer et d'acclimater la nature à leurs besoins en fait, ça, tout ça on l'a oublié.
Donc il y a vraiment toute une dimension qui est enclenchée là-dessus, qui est vraiment intéressante. À côté de ça, il y a une critique sur la société de consumérisme et tout ça. Et non, je trouve que c'est un roman qui abordait vraiment, je trouve que l'autrice, elle a vraiment réussi à, pas seulement à apporter de l'émotion, mais à décrire les sentiments, les émotions à travers ces personnages. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez viscéral dans ces personnages-là. En plus, entre le moment où on découvre les filles au début du récit et à la fin, elles ont une évolution extraordinaire. Je me rappelle, alors pour ceux qui l'ont lu et qui regardent cette vidéo, les autres, si vous le lisez, vous saurez après de quoi je parle. Il y a une scène avec une des filles dans un arbre. J'ai trouvé cette scène absolument dure, mais absolument magnifique. Le début peut être assez compliqué. Je sais que quand je l'ai lu, les 100 premières pages, j'ai vraiment eu du mal. Je vais avouer, je vais pas mentir. Faut le temps que ça démarre. En plus, on est dans la tête, il y a une façon de faire que moi, j'ai pas eu l'habitude dans mes lectures précédemment. Donc j'ai eu un peu de mal à adhérer à la narration, mais une fois que vous êtes dedans, j'ai trouvé ça mais absolument sublime. Et il y a un côté très sauvage, même si chez les deux héroïnes, il y a un côté sauvage animal en elles qui est très bien décrit. Il faut qu'elles reviennent un petit peu à cet état sauvage, puis être domestiquées, à être habituées dans le confort. Vous voyez, c'est vraiment, on revient à l'état de nature. Et tout ça, tous autant qu'on est, on a oublié ça. Maintenant, on a tellement de confort à travers toutes les technologies, les livres, tout est à portée de main. Il n'y a vraiment plus d'efforts à fournir, à part celui de travailler. Et là, tout s'obtient, mais après un effort, puisqu'il n'y a plus rien. Elles sont toutes seules, elles sont vraiment isolées dans leur maison, au milieu de nulle part. Il n'y aura plus de nourriture. Si elles ne font pas de jardin, clairement, elles vont mourir, quoi. Elles n'auront pas de nourriture. Et je trouvais que toute cette dimension-là était vraiment bien rendue. Et les filles, elles vont puiser des forces, mais au fond d'elles-mêmes. Bon, il y a juste une petite scène qui peut choquer, moi qui m'a choqué. D'ailleurs, je n'avais pas parlé dans le bien lecture à l'époque, j'avais zappé ce passage-là. Il y a une petite scène qui peut choquer. Où il se passe un truc, une petite scène. Il n'y en a pas qu'une, mais cette scène-là m'a vraiment choqué. Il se passe d'autres trucs aussi, mais qui sont aussi choquants et qui sont révoltants, parce qu'il y a une part aussi très féministe avec cette idée de sororité. Bon, ici c'est entre deux sœurs, mais il y a vraiment ce côté-là aussi. Franchement, un petit bijou. Ce livre, c'est un petit bijou. D'ailleurs, il faut vraiment que je me relise un Gallmeister bientôt, parce qu'il y a le côté nature writing. Même si Gallmeister, aujourd'hui, je pense qu'il tente un peu de s'éloigner de ça, ou de s'ouvrir un peu plus. Mais c'est spécial, ça plaira pas à tout le monde. Ça, j'en suis persuadé. Moi, j'en connais qui l'ont lu, qui n'ont pas aimé, qui ont arrêté au bout de 100 pages. Je vous dis, si vous voulez tenter. Essayez d'aller au-delà des 100 pages. Si vous y lisez 150 et que ça va pas, il n'est pas très grand le livre, hein, il fait 250 pages, je crois. Mais essayez d'aller un petit peu plus, mais si ça passe pas, ça passe pas. Mais moi, j'ai adoré. J'ai découvert également, alors autre petit bijou, mais bon, j'ai lu deux titres de cette maison d'édition d'ailleurs, c'est Vers de lierre de Louise Lebars chez Noir d'Absinthe. Pareil, Noir d'Absinthe, j'ai lu deux titres qui m'ont mis une claque dans la tête à chaque fois. Même si le premier, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture, donc c'était Sorcière de chair, mais là on va parler plus particulièrement aujourd'hui de Vers de lierre. Louise Lebars, d'ailleurs elle a écrit un autre titre, il faudrait que j'essaie de me le procurer par la suite. Louise Lebars a une plume, mon Dieu. Une plume absolument sublime, d'une beauté, franchement, je ne saurais pas vous dire, comme je vous l'avais dit en point de lecture, je vais me répéter forcément, mais je trouve qu'il y avait un héritage à tout ce qui est Baudelaire, ce genre de choses. C'était beau, c'était poétique. Même l'histoire, derrière, il y a un côté très gothique, mais je trouve que au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, dans le rendu, que ce soit de la plume ou même des images qu'on se fait en tête, je trouvais que c'était sublime. Encore une fois, on part aussi sur tout ce qui va être féminisme, féminité. Mais c'est un petit peu un ovni, je trouve, dans ce que j'ai pu lire cette année. J'ai rien de comparable à ce que j'ai lu dans ce livre-là. D'ailleurs, en ce moment même, vous voyez la couverture, et la couverture fait tout. Vous voyez la couverture, ce sera à peu près l'ambiance qu'il y aura dans ce roman. Mais c'est absolument sublime. Alors c'est du fantastique, bien évidemment. Fantastique gothique, mais tentez aussi. Alors pareil, c'est un petit peu... Même si ça se lit bien, c'est assez fluide, mais ouais, la plume de Louise Lebars, elle a quelque chose d'assez singulier. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire ce genre de choses, c'était beau, c'était beau. Mais ouais, j'ai adoré, et je sais que ils sont là. Hein. J'en ai, on vous les voyait pas, mais j'en ai 4 titres encore de Noir d'Absinthe, il faut que j'en redécouvre cette année aussi, il faut que... Ouais, si vous n'avez pas lu Noir d'Absinthe, allez-y, c'est une petite maison d'édition, mais ils ont vraiment une ligne éditoriale bien à eux. Et dans les 2 premiers livres que moi, les 2 premiers romans que j'ai pu lire de leur maison d'édition, on retrouve un peu certains sujets, mais
ô combien important et ô combien intéressant, et c'est vraiment très bien traité. Et ici on suivait, oui, parce que je vous raconte tout ça, mais je vous dis pas l'histoire. Aussi, on suivait donc le ver de lierre, c'est une espèce de créature végétale, un vampire végétal. Alors je ne sais plus exactement, c'est un jeune romancier, je crois, qui revient dans la maison de sa grand-mère qui est décédée, pour essayer de retrouver l'inspiration. Et il va se rendre, je crois, dans une maison qui est pas très loin de la sienne. Ah, vous voyez, je n'ai pas fait mes devoirs parce que je ne lire pas les résumés avant de vous en parler. Mais il se rend dans une maison qui est pas très loin de la sienne, il va découvrir plus ou moins sa voisine, il va discuter avec elle, et elle va plus ou moins lui parler de la légende du ver de lierre. Et à partir de là, tout va partir. Et ouais, j'ai trouvé... Parce qu'en dehors de la légende du ver de lierre, on va aussi découvrir l'histoire d'une femme qui est rattachée à ce ver de lierre. Mais oh, qu'est-ce que c'était bien. Vous voyez, j'ai presque envie de le relire. J'ai adoré. Je suis désolé, je vous le vends très mal, hein, mais au pire, allez voir le bilan lecture consacré. C'est un bilan lecture qui est sorti cet été. Je suis désolé, je peux pas mettre les i et tout, parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone, et moi, j'exporte les vidéos de mon téléphone. Parce que j'ai pas la fibre chez moi. Donc je le fais en 4G de mon téléphone. Et du coup, à partir du moment où on exporte sur YouTube, ben, on peut pas mettre les i et tout. Donc je suis désolé. Au pire, vous irez voir. Mais de toute façon, sous chaque vidéo, moi, je mets une barre d'infos, je mets tous les titres dont j'ai parlé. Mais allez voir, ce sera beaucoup mieux, je pense. Autre coup de cœur ici pour un graphique. Donc j'ai découvert Shiro Taniguchi avec Un ciel radieux. C'était chez Castorman, je crois. Shiro Taniguchi, depuis, je me suis procuré, je vous l'ai montré, Quartier lointain. Et non, mais je sais que je vais relire Shiro Taniguchi, il a une façon pareille. On suit alors pareil, je ne sais plus encore les prénoms, hein, malheureusement. On suit un adulte et un ado qui sont sur la route. Donc l'adulte est en voiture, l'ado est en moto. Ils ont un accident, ils se percutent. Ils se retrouvent tous les deux à l'hôpital. Et en fait, quand ils se réveillent, l'adulte se rend compte qu'il s'est réveillé dans le corps de l'adolescent. Que lui est mort, en fait, dans la chambre, ils sont dans le même hôpital. Que l'adulte est mort et que son âme, elle s'est réveillée dans le corps de l'adolescent. Il se retrouve entouré de toute la famille de cet ado qu'il ne connaît pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, toute l'intrigue va démarrer là-dessus. Donc on va parler de la vie, de la mort, de l'adolescence, de l'âge adulte. On va aborder de certaines problématiques aussi au Japon. Le dessin, il a un trait absolument sublime. Je trouve que Jiro Taniguchi, il a vraiment un trait de crayon. Il y a vraiment un côté très réaliste dans ses dessins. On est sur un manga, mais qui est beaucoup plus mature que ce qu'on peut voir en général. Mais c'est un one-shot. Si vous voulez tenter les mangas, vous voulez un truc assez réaliste, que vous voulez pas partir dans du shonen basique, vous savez, genre Dragon Ball, One Piece, ce genre de truc, et que vous voulez rester sur quelque chose de concret, allez-y, il y a une poésie, c'était sublime aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un film qui est sorti que je n'ai pas vu, je crois qu'il est passé sur Arte, mais ouais, sur question sur la vie, sur la mort, parce que du coup, l'adulte qui se réveille dans le corps de l'adolescent veut vraiment aussi, parce qu'il y a la question du deuil qui est forcément évoquée. L'adulte, il veut non seulement essayer de revoir sa femme et sa fille pour essayer de leur dire au revoir, il a cette chance d'être encore là, mais comment vous voulez aborder votre famille quand vous êtes enfermé dans le corps de quelqu'un d'autre? Plus ou moins, il va falloir qu'il arrive à persuader les gens que c'est pas son corps, que les gens ils s'attendent à trouver l'adolescent devant eux, mais en fait il a juste l'enveloppe, c'est pas l'adolescent qui est devant eux. Mais c'est super bien traité, je trouvais qu'il y avait encore une grande poésie, et j'ai vraiment adoré. Et je le relirai, et d'ailleurs il faut que je lise Quartier lointain. J'ai l'impression de faire une palle en même temps que je vous raconte mes coups de cœur. Ah bref. Chez De Saxus, qui ne connaît pas la maison de Saxus, parce qu'on entend parler régulièrement avec leurs titres assez... qui font l'unanimité pour presque tout le monde. Et moi j'avais découvert il y a quelques temps, donc l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, TJ Klune avec son premier tome du Clan Bennett. D'ailleurs il faudrait que je lise la suite un jour. Et là j'ai découvert La Maison au milieu de la mer céruléenne. Alors moi je l'ai pris déjà une parce que la couverture était magnifique quand on enlève la jaquette. Est-ce que c'est un argument? Bah non, mais quand l'histoire est bien, oui. Et en plus, voilà, TJ Klune. Il y a un truc, je sais pas si c'est dans l'écriture, c'est très fluide, hein, ça se lit super bien. C'est du young adulte justement. Je sais pas. Alors on est dans du fantastique. Ici on suit un espèce d'agent du ministère de la magie. Lui, il est employé comme
vérificateur, inspecteur, voilà, cherchez le mot. Comme inspecteur pour se rendre dans les orphelinats et voir si les enfants ne sont pas maltraités à l'intérieur de ces orphelinats et si le directeur et ses employés traitent bien les enfants qui s'y trouvent. Et dès qu'il se passe un truc qui n'est pas bien, parce qu'il va forcément poser des questions, il arrive, il se pose quelques jours et il voit vraiment comment ça se déroule. Donc il regarde vraiment le comportement, parce qu'il faut que les enfants soient vraiment bien traités. Mais après, quand il se retourne, qu'il n'est pas sur le terrain et qu'il retourne au bureau, ça se passe pas bien, il cause pas trop avec ses collègues, sa chef, franchement, c'est une teigne. Jusqu'au jour où il a appelé par ses supérieurs dans un autre étage, et lui confie plus ou moins une mission secrète. Il doit se rendre dans un endroit, il ne sait pas pourquoi, il n'aura le droit de consulter les documents qu'une fois sur place. Donc c'est ce qu'il fait, il prend le train, lève la partie. En plus, il faut savoir que ce personnage-là vit tout seul. Il vit avec son chat, sa voisine, elle lui casse les pieds sans arrêt. Il fait sa vie, mais sans avoir d'éclat, vous voyez. Il est dans une monotonie du quotidien, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Et il se rend pas compte que quelque chose cloche, alors qu'il voit que sa vie, elle est un peu terne, quoi. Donc il prend le train, lève la partie, et il va arriver dans un petit village côtier. Et il y a une femme qui vient le chercher, et là il consulte le dossier, et il se rend compte qu'il va arriver dans un orphelinat un peu spécial. Donc il a des fiches avec tous les personnages, tous les enfants qui habitent dans cet orphelinat. Il faut vérifier que cet orphelinat, à l'intérieur, tout se passe bien pour les enfants. Mais c'est des enfants très très particuliers. Dans le sens où vous avez un enfant qui s'appelle Lucie, ben, c'est le fils de Lucifer, c'est le fils du diable. Donc il y a de quoi avoir un petit peu les chocottes. Il y en a un autre, c'est une fille, elle s'appelle Talia, et c'est un gnome. Donc Talia, c'est une fille, mais elle a de la barbe. J'adore ce personnage. Talia, c'était ma préférée. Et vous allez avoir aussi une vouivre, un enfant qui est Spitzgarou. Donc c'est tout. Il n'a pas le choix, il arrive, on vient le chercher, c'est tout. Il prend le bateau pour aller, en plus l'orphelinat est isolé au milieu de nulle part, au milieu de la mer, sur une île. Et il arrive là-bas et il va rencontrer ces fameux enfants et je vous laisse découvrir la suite. Ce roman m'a fait chialer ma vie. C'est la première fois en 39 ans que je pleure autant en lisant un livre. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui m'en ont fait pleurer, mais il y en a qui m'ont quand même bien fait pleurer. Mais alors celui-là, ça a été les cascades. Pourtant, c'est un truc qui... vous attendez pas dans ce roman fantastique à être vraiment sur... des pouvoirs magiques et tout. Non, c'est un truc qui est vraiment choubidou. Alors moi, je vous conseille de lire l'été ou au printemps. C'est plein de bons sentiments. Moi, je le voyais, le truc. En plus, la fin, vous la voyez arriver. Il n'y a pas de grosse surprise. Je l'ai vu arriver. Mais je savais comment que ça allait terminer. De toute façon, c'était obligé. Mais c'est plein de bons sentiments. Mais derrière, dans la métaphore, il y a l'idée de la différence, l'idée de la discrimination, l'idée de racisme. Il y a vraiment tout ce côté-là qui est mis en avant et je trouvais que c'était fait de façon simple mais intelligente. Et ça peut vraiment parler à tout le monde parce qu'à travers ces enfants, on va découvrir plein de choses. Et ouais, je sais que je leur lirai un jour, alors je sais pas quand, parce que j'ai toujours peur, les relectures des fois, ça se passe pas aussi bien parce qu'on évolue entre temps. Mais c'était génial. Franchement, c'était un petit bonbon, c'était super. Autre graphique, bon... Est-ce que j'ai besoin d'en parler encore une fois? J'en ai déjà assez cassé les pieds avec. C'est Junji Ito avec Tomie. Voilà. Junji Ito, j'avais beaucoup aimé Gyo. Et là, j'ai lu Tomie, il me reste Spiral à lire, j'attends. Parce que j'ai pas envie. J'ai Spiral, j'ai Sensor. J'ai des espèces de nouvelles qui sont sorties. Je crois que c'est des mini-histoires de Junji Ito que je vais vous montrer bientôt dans un book haul. J'ai également La déchéance d'un homme. J'en ai plein à lire, mais j'attends. Parce que Spiral, c'est... une bonne grosse bricasse et j'ai envie vraiment d'en profiter parce qu'il paraît que c'est son meilleur titre en plus. Donc j'attends un petit peu. Mais Tomie, c'est génial. Junji Ito, il a ce talent de créer un monstre d'horreur, mais en plus qui n'a pas l'apparence d'un monstre parce que Tomie, comme vous le voyez, c'est une jeune femme. Mais c'est aussi, ça cache derrière quelque chose de beaucoup plus monstrueux. Il arrive à inventer son propre truc. Alors on le voit qu'il s'inspire à droite, à gauche, mais au lieu d'aller dans la facilité et de réinventer le mythe du vampire ou du garou ou du mort-vivant, peu importe, lui il arrive avec une jeune fille, bien sous tout rapport. Et voilà. Mais alors Junji Ito, c'est pas seulement l'idée d'inventivité, c'est le trait du dessin, quoi. Vous allez voir, en plus dans Tomie, vous avez cette chance que Tomie, c'est plein de petites histoires qu'il a écrites tout au cours de sa carrière.
Donc quand vous lisez Tomier, quand vous ouvrez le graphique, vous arrivez sur le premier chapitre, vous dites ouais, c'est pas très beau. Et au fur et à mesure, vous allez tourner les pages et vous allez voir toute l'évolution de son trait, mais vous arrivez sur les dernières planches, c'est absolument magnifique. Vous allez voir, il arrive en plus, je trouve, alors, encore une fois, c'est mon avis, mais à nous montrer la monstruosité de Tomier, mais en même temps, c'est d'une beauté. Je trouve qu'il y a un côté monstrueux, mais un côté, ouais, artistique. Il y a quelque chose qui se mélange, mais en plus, le personnage, je trouve que il est pas vraiment... On en apprend à chaque fois, comment vous dire. C'est une fille, Tomier, au tout début du graphique, on apprend qu'elle est morte, et le lendemain, elle revient à l'école comme si de rien n'était. Et c'est une fille qui va éveiller l'amour de tous les garçons. Donc on arrive sur des adolescents qui sont en pleine puberté. Hein. Je pense qu'ils ont les hormones qui les chatouillent un peu. Et elle va enflammer tout ça en plus derrière, parce que c'est vraiment une belle nana. Et au fur et à mesure des histoires, parce que c'est plein de petites histoires qui vont faire la réputation de Tomier, on en apprend plus sur elle, mais à quel point elle est machiavélique. Enfin, c'est un cauchemar vivant, cette fille. Un cauchemar vivant. Elle va vous hypnotiser, et si vous êtes vraiment tombé en amour pour Tomier, elle va vous hypnotiser comme elle hypnotise ces petits jeunes dans le livre. Et elle ne vous quittera plus. Moi, j'étais hypnotisé par cette créature, ce personnage qui est absolument génial. J'ai adoré. Les histoires peuvent être répétitives, oui, d'une certaine manière, parce que vous connaisserez toujours les débuts, vous saurez toujours la fin. Ce sera toujours le même schéma. Sauf qu'au milieu, on va découvrir d'autres aspects de Tomier. Et on a l'impression que Tomier, c'est... elle est tellement de choses, et en même temps, on ne sait pas ce qu'elle est. C'est un peu énigmatique ce que je vous dis, mais c'est ce qu'elle est. C'est une énigme, Tomier. Une énigme cauchemardesque, mais en même temps envoûtante. C'est un démon dans le corps d'un ange. Mais si vous voulez dire Junji Ito. Alors je sais pas, peut-être que quand je vais lire Spirale, je vais vous dire qu'il est un cran au-dessus ou un cran en dessous, je ne sais pas. Il paraît que c'est le mieux, on verra bien. Ensuite, je vous parle de ce coup de cœur, je vous en parlais vaguement parce que là j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, mais ce coup de cœur intersidéral, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, c'est grâce à Dorian d'ailleurs, Monsieur Cabric et à Séverine de Il est bien ce livre, mais Louise May, j'ai découvert Louise May, avec ce titre un peu à part de sa bibliographie, mais la deuxième femme, je vous en ai parlé, Sandrine. Ouais, vous voyez depuis tout à l'heure, je vous trouve, j'ai du mal à me rappeler des prénoms, hein. Sandrine je peux pas l'oublier. Ce roman, il est vraiment à part, c'est vraiment pareil, singulier. Vous voyez, c'est bizarre, mais depuis tout à l'heure, je parle quand même de romans qui sont assez singuliers pour la plupart. Il y a vraiment ce truc, vous savez, de cette atmosphère un peu atypique qu'on ne retrouve pas dans les autres. Enfin, il y a quelque chose qui fait que moi, j'adhère, quoi. Mais la deuxième femme, ce sera à lire pour tout le monde. C'est rentrer dans la tête de cette femme et de comprendre l'emprise psychologique. C'est un pouvoir aussi sur la... Louise May, elle a ce pouvoir sur le féminisme, qu'elle arrive à transmettre toutes ses convictions à travers ce personnage, à nous faire ressentir l'atrocité des choses que subissent ces femmes. Enfin, elle nous le démontre pas. Enfin, ouais, non, c'est pas le démontrer, elle nous le fait vivre. Enfin, je sais pas. Comme je vous ai dit, et je résumerai là-dessus, La deuxième femme, c'est pas un livre qu'il faut lire, c'est un livre qu'il faut vivre. C'est... Moi, j'ai vécu cette histoire, c'est... Ouais, je crois que vous pourrez m'en reparler dans 10 ans. Moi, j'ai pris... Putain, mais un coup de poing dans la tête avec ce livre, mais j'oublierai... Je peux pas l'oublier, quoi. D'ailleurs, j'ai un autre Louise May, faudra que je me mette aussi. Et... Vous voyez, avec cette palle, il faut vraiment que je refasse une pile. Ça pourrait être sympa, ça. Faire une pile à lire à partir de mes coups de cœur. Je pense que c'est faisable, parce que Sauveur et Fils, je peux le faire. Jonas, il y a la collection. Ouais, Gallmeister. Ouais, je vais essayer de faire ça prochainement. Alors, je sais pas tout de suite, mais je vais me marquer ça dans un petit coin et faire une palle en fonction de mes coups de cœur pour voir si ça remarche la deuxième fois, ça pourrait être sympa. Et le dernier titre dont je vous ai parlé récemment, c'est la découverte de Morgane Cossarieux avec le titre Vertèbre. Pareil. Elle réinvente le mythe du loup-garou. Elle nous renvoie dans les années 90. Alors moi, cher à mon cœur, nostalgie quand tu nous tiens. Hein. Et c'est aussi la découverte d'une maison d'édition, Au Diable Vauvert. Donc il va falloir que je me penche plus sérieusement là-dessus. Bon, moi, comme vous avez pu le voir, ou que vous allez le voir, je ne sais pas encore dans quel ordre sera arrivée cette vidéo. Mais Morgane Cossarieux, moi j'ai déjà prévu un autre titre d'elle. Parce que je trouve qu'elle avait un talent fou. Elle a une façon d'amener l'horreur, mais d'y amener aussi de l'humour noir. C'est Page Turner, son livre, mais enfin, du coup, celui-ci, après, je sais pas.
Elle a une façon de manier le rythme, d'amener la métaphore, d'amener des idées derrière d'autres images. Là, grâce au loup-garou, elle nous amène l'image sur la puberté, sur la sexualité. Enfin, elle traite deux personnages. En plus, vous avez la femme, la mère avant tout, qui est un peu psychotique, qui surprotège son gamin, mais c'est absolument toxique et nocif. Et à côté de ça, vous avez la petite Sacha qui est unique en son genre. J'adore ce personnage. Et qui, malgré qu'elle a un cadre de vie qui est pas top, ben, elle s'en fout. Elle arrive à profiter de la vie, c'est le pouvoir quand on est gosse. On a ce pouvoir, cette naïveté de faire fi de tout et de profiter de chaque jour qui passe. En plus, elle est vulgaire pourtant, elle a plein de défauts, mais qu'est-ce qu'elle était bien cette gamine. J'ai adoré. Je sais que Vertel, pareil, je leur lirai un jour. J'ai vraiment adoré. Et il y a cet hommage qui est rendu aussi aux vieux films d'horreur. Et aussi à une collection de livres, Les Chairs de Poule. Enfin, il y a plein de choses derrière. Et elle arrive à faire sa petite tambouille, Morgane Kossariou, puis elle te fait un livre de 280 pages, et puis boum. Et moi en plus, je la remercie parce qu'elle est arrivée au milieu du trou noir, parce que moi j'étais dans des lectures où ça n'allait pas. Et elle est arrivée, et tiens, tout s'est illuminé d'un seul coup, mais j'ai surkiffé. D'ailleurs, c'est grâce à mon pote Benjamin, les mots magiques, qui en avait si bien parlé sur son compte Instagram, je vous le remettrai en barre d'infos. Et du coup, je l'ai lu, et putain, ça a matché de ouf, quoi. Mais ouais, en plus, il y a un petit côté malaisant, et il y a des moments où vous vous mettez à rire, et moi j'étais gêné, j'étais en train de lire à ce qu'elle écrivait. Putain, Laurent, t'es un monstre, tu rigoles là-dessus. Mais c'était génial, c'était génial. Donc voilà, et petite option, et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. En dehors, je vous ai dit que chaque tome n'était pas un coup de cœur, mais c'est quand même un coup de cœur pour cette saga. C'est la saga de Jean-Marc Thénault. J'étais obligé de vous en reparler encore une fois. Cette petite saga sur ce personnage d'Alan Lambin qui fait plus ou moins de l'urbex et qui est un peu un enquêteur paranormal qui vient pour les phénomènes paranormaux avec les fantômes et tout. Mais il y a tout un côté historique derrière. Lisez Jean-Marc Thénault. Lisez la saga d'Alan Lambin. Là, prochainement, il faut que je me fasse l'œil du chaos. Mais j'attends un petit peu parce que le prochain titre de Jean-Marc sortira que cet été. Je le lirai aussi prochainement. Mais c'est ce que je vais faire, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Mais prochainement, je vais me faire une petite palle en m'inspirant des coups de cœur de 2021. Mais franchement, voilà. Donc voilà pour mes petits coups de cœur de 2021. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains titres. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Et puis n'hésitez pas dans la barre d'infos à me dire, vous l'avez fait pour 2020, j'en ai certains. D'ailleurs, vous verrez dans le book haul, je vous en présenterai un titre. Où il y a une de vous qui m'a parlé de son coup de cœur qu'elle avait adoré cette année. Et du coup, je me suis procuré ce livre. Donc, je vous montrerai tout ça. Ou je vous ai déjà montré tout ça. Non, je pense que je vous ai pas montré. Je sais pas dans quel ordre, parce que des fois, je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Et je sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre... sur YouTube. Donc voilà, ben moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Allez, salut!